Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama, c'est Jean-Michel Apathy. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Alors vous publiez, c'était au mois de novembre, mais quand même il est toujours d'actualité, on ne peut... On ne va pas prendre les mêmes. Hein. Exactement, j'allais vous taquiner là-dessus. On prend presque les mêmes, heureusement qu'il y avait le presque, et on recommence en mars 2017, qui sera le meilleur menteur. Depuis sa publication en novembre, on peut dire que l'offre politique a évolué. Hollande out, Sarkozy out, Juppé out. Valls out aussi. On ne recommence pas exactement avec les mêmes à moins de 3 mois. Non, on aura même un plateau pour le coup assez original parce qu'à part finalement Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dans les candidats importants de cette élection, qui ont déjà été candidats à l'élection présidentielle, après c'est des petits nouveaux d'une certaine manière. François Fillon, on en reparlera peut-être de François Fillon. Oui, on en parle. Lui-même, Benoît Hamon, évidemment, qui est totalement inattendu dans ce casting final. Il y a un renouvellement assez violent et assez brutal de l'offre politique. Bon. Absolument. Ce qui n'est pas en soi bon signe, parce que c'est plutôt une succession de crises qui explique cette situation que la sérénité d'un paysage politique qui se construit sur la confiance. Alors, ce que vous nous dites, et après on passera évidemment à l'actualité, il y a plein de choses à raconter autour de la bourrasque, de la tempête médiatico-politique autour de François Fillon, mais à chaque élection, ce que vous nous dites en creux, c'est qu'on nous vend du rêve. Évidemment, le citoyen, enfin évidemment ou pas, en tout cas c'est la réalité, le citoyen plonge, il y croit, après on est déçu parce que les engagements, ils ne sont pas tenus. Mais en même temps, quand on regarde le programme de François Fillon, ce n'est pas un programme qui fait rêver. Oui, enfin François Fillon n'est pas encore élu. Ce qu'il faut constater, c'est objectif, parce que la politique, c'est une matière subjective. Chacun vit ça avec ses émotions, sa culture, son histoire. Il faut constater quelque chose d'objectif. Toutes les démocraties qui nous ressemblent, vous pouvez prendre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, les États-Unis et les pays qui sont nos voisins, Allemagne, Italie, Angleterre, ce que vous voulez. Toutes ont, depuis les crises pétrolières des années 70, au moins renouvelé une fois la confiance à ceux qui gouvernaient. Nous, jamais. Nous avons systématiquement, à chaque fois où le pouvoir central était en jeu, sorti les sortants. Nous n'avons jamais manifesté par le vote la confiance. Ça, c'est une tare française, un problème français, et c'est évidemment un problème qui est lié à la tonalité des campagnes, le discours de campagne, mais de tous ceux qui ont gagné l'élection présidentielle, est tellement décollé de la réalité et des contraintes qu'une fois que l'élu est plongé dans le bain des responsabilités, il déçoit. Mais François Fillon ne vend pas du rêve aujourd'hui. Mais François Fillon... Il vend du larme et oublions les affaires. Il vend des larmes et de la sueur. On est toujours plus fort quand les épisodes se sont produits. On comprend aujourd'hui que la primaire des Républicains ne s'est pas déroulée sur le programme de François Fillon, mais sur la personnalité de ceux qui postulaient. Et le souci des 4 millions de personnes, le souci majoritaire des 4 millions de personnes qui se sont déplacées pour la primaire des Républicains, c'était de ne pas permettre le retour de Nicolas Sarkozy et de ne pas voir le retour d'Alain Juppé. Et donc l'outil de cette volonté, ça a été François Fillon. Et après, on a eu ce phénomène assez extraordinaire. Tout à coup, on a découvert le programme de François Fillon. Ses propres amis l'ont découvert. Et ça a donné des sketchs, au fond. Mais ton programme est trop dur, François. Mais la sécurité sociale, tu vas faire quoi, François? On n'a pas compris. Et le dernier discours que fait François Fillon, Porte de la Villette, est un discours, à bien des égards, qui est un discours de recentrage. Où cet homme, aussi austère avec les deniers publics dans sa proposition de programme, fait des petits chèques à tout le monde. Alors, on ne l'a pas vu passer tout ça parce qu'il y avait l'affaire Pénélope. Mais ce discours de dimanche dernier est un discours qui montre bien que François Fillon est obligé, s'il veut mener campagne, de modifier non pas substantiellement son programme, mais tout de même significativement. Donc la primaire ne s'est pas déroulée autant qu'on a pu le penser sur le programme de François Fillon, mais François Fillon a été l'outil des électeurs pour écarter des personnes qu'elle ne voulait plus voir revenir au pouvoir. Mais encore une fois, c'est le citoyen qui choisit en âme et qui vote en âme et conscience. Il peut très bien ne pas croire toutes ces balivernes. Et en même temps, on peut se dire qu'on a un peu les dirigeants politiques qu'on a choisis et donc on mérite. Je pense que chaque pays sécrète sa culture politique. La nôtre est une culture dont nous ne nous débarrassons pas. J'ai utilisé il y a quelques semaines une image à ce propos que je n'utiliserai pas à nouveau, mais il faut qu'on se débarrasse de l'idée de la toute-puissance de la politique. Voilà. Il n'est pas nécessaire pour cela de raser quelques châteaux que ce soit. Mais pas suivi, il est nécessaire de sortir de cette culture de la toute-puissance de la politique. Quelqu'un qui accède au pouvoir doit compter avec les contraintes que font peser les intérêts des pays voisins, les intérêts des pays alliés, la situation internationale, la nécessité de la compétition internationale, les propres intérêts contradictoires d'une société démocratique. Et quand on arrive au pouvoir, on gère un pouvoir relatif. En France,
Nous sommes habités par le souvenir de Louis XIV, de Napoléon et du général de Gaulle. On a l'impression qu'il suffit d'être au pouvoir pour qu'on puisse faire n'importe quoi. L'intendance suivra. Non. Eh bien, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Ça a peut-être pu se passer comme ça avant, je n'en suis pas sûr d'ailleurs. Ça a peut-être pu se passer comme ça avant, ça ne se passe pas comme ça aujourd'hui. Bon, sur les révélations, encore une fois, le feuilleton des révélations autour de François Fillon, du Penelope Gate, ça se poursuit dans le Canard enchaîné d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit ? A priori, on n'est plus sur 500 000 euros, on serait sur 830 000 euros qu'aurait touché Penelope Fillon. Il est vraiment aujourd'hui en grande difficulté parce qu'hier, on a vu les enquêteurs se sont rendus à l'Assemblée nationale. Ils ont constaté que Penelope Fillon n'avait jamais eu de badge, qu'elle n'avait pas d'adresse mail à son nom, qu'il n'y avait pas de permanence dans la Sarthe. Ce qu'il y a de terrible, il est vraiment mal. Oui, je pense qu'il est mal pour plusieurs raisons. D'abord, quand le Canard enchaîné sort ce premier papier, bon, c'est un papier qui écorne un peu l'image de François Fillon, l'homme intègre, on a l'impression qu'il a profité un peu du système. Très bien. À ce moment-là, c'est lui qui doit faire la transparence sur la situation. Voilà, j'ai embauché ma femme tant de temps, je lui ai donné tel salaire, j'ai embauché mes enfants tant de temps, j'ai donné tel salaire. C'est ce qu'il a fait quand il va sur TF1. Pas du tout. Sur TF1, il ne donne aucun chiffre d'abord. Il ment en disant que sa femme l'a aidé bénévolement jusqu'en 1997. On apprend dans le Canard enchaîné d'aujourd'hui qu'en fait elle a été déjà salariée entre 1988 et 1990. François Fillon n'est pas transparent. Alors à partir du moment où vous n'êtes pas transparent... Mais il a cherché à l'être, en disant j'ai mes enfants... Mais ses enfants, il dit j'ai employé mes enfants quand ils étaient avocats. Ils n'étaient pas avocats, et je les ai employés pour des missions ponctuelles, il les a employés de façon continuelle. Donc il est imprécis sur tout, inexact sur tout, et du coup il ne peut pas construire une communication... Pourquoi est-ce qu'il l'est ? Je ne sais pas, ça c'est la psychologie, c'est le secret de chaque individu. Il faut... Parce qu'il peine à justifier la réalité des choses. Peut-être qu'il ne l'assume pas, peut-être, je ne sais pas. Là, pour le coup, il faudrait parler avec lui de manière sincère, mais ça n'est pas possible, parce qu'il est dans la bataille, il est dans le combat, donc nous n'allons pas chercher cette vérité-là. Ce que l'on constate, c'est qu'il ne construit pas une communication qui est de nature à restaurer la confiance avec les gens dont il attend qu'ils votent pour lui. Et donc, du coup, il a du mal à préserver son image, il a du mal à mener la campagne sur le fond parce que c'est la seule chose qui est importante, au point que certains parmi les Républicains se demandent si l'émetteur François Fillon peut encore mener dans de bonnes conditions une campagne présidentielle. C'est la question du plan B. Je voulais en parler plus tard, mais... Il n'y a pas de plan B. On entend dire qu'autour de lui, on doit réfléchir à un plan B. Mais il n'y a pas de plan B. Comment vous voulez ? C'est une catastrophe industrielle. Pour le parti, les Républicains, comme pour la démocratie. Parce que les Républicains, c'est un grand parti de la démocratie. Nous sommes à la veille, si François Fillon, d'une manière ou d'une autre, et chaque heure qui passe rend la chose plus difficile, ne redresse pas la situation, nous sommes à la veille d'une catastrophe industrielle. Mais une véritable catastrophe. C'est-à-dire que parce que rien n'est prévu dans les statuts de l'Union. Rien n'est prévu dans les statuts, et puis personne n'aura la légitimité pour mener ce combat, puisque François Fillon puisait sa légitimité dans l'expression d'un vote émanant de 4 millions de personnes. Il était impossible d'organiser une nouvelle primaire à partir d'aujourd'hui, et il est inimaginable de trouver dans le personnel politique des Républicains quelqu'un qui a une légitimité pour s'imposer comme un candidat sérieux à la présidence de la République. Pourtant, dans son entourage, il y a un plan B qui se murmure. On entendait, non, Gérard Larcher, mais ça n'a pas de sens. Mais oui, mais vous pouvez citer tous les noms de la terre que vous voulez. Ce ne sont que des gens qui essaieront d'éteindre un incendie qu'ils ne sauront pas éteindre. Il y a un précédent qu'on a oublié. 1999, Philippe Séguin est investi par le RPR à l'époque pour les élections européennes. Ça tient au caractère de Philippe Séguin, mais aussi à la situation politique. Il claque la porte. Ouais. Nicolas Sarkozy reprend le flambeau. Eh bien, Nicolas Sarkozy... Avec une déroute derrière terrible. C'est un grand parti, le RPR. Ouais. Eh bien, il arrive second, battu par Pasqua et Villiers. Ouais. Il fait 12% dans mon souvenir. On a ce précédent. C'est-à-dire que le seul qui est légitime, c'est François Fillon. Et si François Fillon renonce, ça n'est pas acquis, mais des gens l'évoquent aujourd'hui, si François Fillon renonce, personne n'a la légitimité pour ramasser. Il a dit je renonce uniquement en cas de mise en examen formelle. L'idée, c'est combien de temps ça peut tenir, encore une fois, combien de temps est-ce qu'il peut tenir avec ces révélations en série ? Il y a plusieurs éléments qui vont se produire. D'abord, si le parquet financier classe l'affaire sans suite, François Fillon sera un peu soulagé. Le dégât d'image sera considérable, mais il ne risquera plus la mise en examen. Si en revanche le parquet financier ouvre une enquête, cela affaiblira considérablement pour autant le mettre en examen. Sans pour autant le mettre en examen, mais la justice dira il y a des éléments suffisamment troublants pour que nous désignions un juge d'instruction qui entende tout le monde sur le fond
de manière très sérieuse, et après nous déciderons d'une mise en examen. Donc là, c'est toute la campagne qui est obérée par cette histoire. Ça, c'est le premier problème de François Fillon, éventuellement. Le deuxième problème, c'est que le dégât d'image est tellement important qu'en termes de popularité et d'intention de vote, ça risque de se traduire assez vite. Et on peut avoir une hypothèse, elle n'est pas certaine, mais elle est possible, d'études d'opinion à partir du 10 février, mi-février, qui montreront que François Fillon n'accède pas au deuxième tour. Et ça fragilisera aussi. Vous savez, on a beau dire les sondages, c'est des éléments de fragilisation des campagnes. Il y a un troisième fait, qui va peut-être se produire et peut-être pas. Comment vont se passer les visites de terrain de François Fillon? Est-ce qu'il va rencontrer des gens qui vont l'écouter et l'applaudir, ou est-ce qu'il va rencontrer des gens qui vont lui dire « mais dis donc, toi, comment tu t'es comporté là avec l'argent de la République ?» Quelle attitude, quel accueil va lui être fait. Tout ça, ce sont des éléments qui sont devant nous et qui sont des éléments objectifs, me semble-t-il, de fragilisation de la campagne. Et qu'est-ce qu'il fait en ces cas-là? Si effectivement les sondages montrent qu'il décroche, qu'il ne se qualifie pas pour le second tour? Je ne sais pas, écoutez, au fond, nous sommes tous des observateurs attentifs de la politique. On a l'impression que mener campagne dans ces conditions-là est presque impossible pour François Fillon. Alors, est-ce qu'il doit en tirer des conséquences? Je ne sais pas. Les conséquences sont tellement énormes. Est-ce qu'on imagine François Fillon disparaître de la scène politique? Non, mais c'est peut-être ce que nous avons devant nous. Parce que nous sommes maintenant un peu rodés aussi à l'inimaginable. Et quand l'imaginable, on y a été confronté ailleurs. Quand il parle quand son entourage, ses lieutenants parlent de lynchage médiatique, quelle est la part de réalité là-dedans? Oui, je vois bien, il y a une interview d'un de ses amis dans le Figaro ce matin. C'est le système qui se venge parce que François Fillon fait des propositions qui dérangent le système. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? C'est un peu court. Oui, à côté de la plaque. Enfin, les propositions de François Fillon, elles n'ont pas dérangé le système au mois de novembre. On a donné la parole à François Fillon, on lui a permis de s'expliquer, de dire combien de postes de fonctionnaires il voulait supprimer, de dire ce qu'il voulait faire comme réforme dans ce pays, ça n'a dérangé personne. Donc quoi qu'il arrive, sa campagne elle est plombée? Ou il peut miser aussi sur le fait que c'est dans 2 mois, le premier tour est dans plus de 2 mois, et que d'ici là, l'opinion peut-être sera passée à autre chose. Peut-être. La campagne est très affectée aujourd'hui. Après, c'est un feuilleton qui s'écrit jour après jour. Est-ce qu'il peut redresser la situation, François Fillon? Peut-être. Moi, je ne sais pas comment là, mais parce que je ne suis pas dans cette situation. Est-ce qu'il peut faire oublier ce qui s'est passé? Est-ce qu'il peut faire oublier le sentiment qui est distillé aujourd'hui, qu'il a favorisé sa famille pour lui permettre de bénéficier d'un argent public de manière qui est peut-être un peu illégitime, voire carrément scandaleuse, s'il s'avérait que sa femme a reçu de l'argent pour ne pas travailler pour lui. Bon, est-ce qu'il peut effacer tout ça des mémoires? C'est quand même très compliqué. Hein, là, pour le coup, tout le monde a compris l'histoire qui s'était passée, et je pense que le jugement n'est pas positif. Ça me paraît, il ne peut pas être positif. À supposer qu'il reste aux alentours de 20% au premier tour, qu'il accède au second et qu'il soit élu, comment pourra-t-il, est-ce qu'il aura cette légitimité, cette force pour appliquer un programme aussi radical où, étant mal élu, il ne pourra pas appliquer son programme? On ne peut pas se projeter aussi loin. Ouais, c'est trop loin. Là. Oui, on n'a pas les moyens. Alors on vit un peu, depuis une semaine maintenant, on est un peu surpris par ce qui se passe. On n'imaginait pas du tout que François Fillon pourrait être confronté à ce genre de situation. Sa défense, parce qu'elle n'est pas sincère, n'est pas efficace. Donc on voit qu'il recule, qu'il s'enfonce d'une certaine manière. Voilà, on découvre tout ça un peu au jour le jour. Quant à savoir comment va se passer la campagne présidentielle, à qui peut profiter... Elle est plombée, elle est quand même plombée. La sienne, oui, la sienne est plombée. Elle est plombée, c'est alors, fini, non, fini, non, elle est plombée. Voilà, elle est alourdie, elle est lestée de quelque chose qui ne va pas faciliter le travail qui est le sien, un travail pédagogique d'explication de son projet. Mais est-ce que ça va l'empêcher définitivement ou pas? À qui ça va profiter? Tout ça aujourd'hui, dans les sondages, on voit le sondage RTL, le Figaro, que ça ne profite pas en tout cas à Marine Le Pen. Non. Il y a des problèmes aussi, on va en parler juste après d'ailleurs, en termes d'emploi aussi, considérés fictifs par le Parlement européen. Le Parlement européen. Mais elle n'en profite pas aujourd'hui dans les sondages pour l'instant. Non. Marine Le Pen a un électorat stable, mais stable, à un haut niveau. Premier parti de France aux élections européennes, premier parti de France aux élections régionales. Elle avait déjà fait un très bon score en voix, le record pour le Front National, au premier tour de l'élection présidentielle de 2012, 6 400 000 voix. Elle a fidélisé un électorat, et donc cet électorat est fidèle au rendez-vous, mais il ne croit pas. Les partis divers ont des problèmes importants, la société a des problèmes importants, et l'électorat de Marine Le Pen ne croit pas à proportion des problèmes et des difficultés que l'on rencontre. Et ça peut être peut-être un motif d'inquiétude aussi pour le Front National.
Pourquoi? Parce que Parce les yeux peuvent se dessiller parce un que jour ça ou n'est l'autre, pas, c'est ça? c'est parce que ça n'est pas naturel. On dit que ce parti, que chaque crise profite à ce parti, on ne le constate pas forcément. La progression du Front National n'est pas aussi irrésistible qu'on le dit quelquefois, donc à tort, dans le débat public. Et Marine Le Pen, si elle reste entre 20 et 25%, elle n'a pas de deuxième tour. Ça dépend à qui elle est confrontée par ailleurs, mais ça complique quand même son équation. Elle a aussi des ennuis avec judiciaire. En tout cas, il y a une information judiciaire qui a été ouverte, je crois, mi-décembre, Oui. contre elle, avec une histoire d'emploi supposé fictif, une assistante parlementaire au Parlement européen qui travaillait apparemment pour le Front National, pour le parti à Paris. Le Parlement européen qui lui réclame 300 000 euros, un peu plus, 330 000 euros à rembourser. Elle refuse de rembourser. Déjà, l'affaire fait peu de bruit. On en parle aujourd'hui, mais c'est vrai que depuis quelques jours, c'est passé sous silence. Oui, parce que c'est un peu compliqué à comprendre. Voilà, le Parlement européen rétribue des assistants pour qu'ils aident les élus européens sur les affaires européennes. Et visiblement, le Front National a un peu détourné l'emploi de ces gens-là et les a fait travailler pour le parti politique. Pas seulement pour Marine Le Pen, il y a aussi pour d'autres députés. Alors, il y a Marine Le Pen, il y a Bruno Gollnisch, il y a Jean-Marie Le Pen, si j'ai bien compris. Donc, effectivement, il y a... il y a 1 million d'euros, je crois aussi. On est pas loin, autour d'1 million d'euros à rembourser. Entre tous les députés européens du Front National, c'est possible, mais disons Pourquoi que le Front National est un peu immunisé. Plusieurs instructions sont ouvertes sur le financement de la campagne présidentielle 2012, législative de 2012, des régionales et des départementales, où la justice pense que de l'argent a été prélevé de manière trop importante sur les remboursements de l'État, que le Front National a surfacturé les dépenses électorales. Ça ne nuit pas au Front National, voilà, parce que le Front National est un peu protégé par le fait qu'il n'a jamais été au pouvoir. Donc beaucoup de gens pensent peut-être que les institutions cherchent à entraver l'action politique du Front National, qu'une institution comme la justice, un peu actionnée par le pouvoir exécutif, peut là mener une action qui manque de sincérité. Et du coup, le Front National ne subit pas le contre-coup de ces instructions qui sont actuellement dirigées contre lui. Voilà. D'autres partis en souffriraient, et pas le Front National. Dans le fond, que ce soit pour François Fillon, emploi présumé fictif, c'est sa femme. Là, c'est une assistante qui ne travaille pas réellement pour le Parlement, mais pour le parti. C'est quand même, si c'est avéré, c'est quand même du vol, je veux dire. Et oui, on fait deux poids, deux mesures. Oui, mais c'est un détournement de la loi. Il y a souvent deux poids, deux mesures dans la société, parce que la mesure, elle est en fonction de plusieurs critères qui ne sont pas objectifs. Il y a beaucoup de subjectivité et d'irrationalité, au fond, dans ces histoires-là. Et donc, effectivement, on ne traite pas toujours de la même façon des cas qui peuvent se ressembler. À supposer que son premier tour à Marine Le Pen soit élevé. On nous parle toujours de ce fameux plafond de verre, sinon elle aurait remporté une région, ce qui n'a pas été le cas. Il faut le prendre au sérieux, si ce plafond de verre qui est increvable ou Non, mais le plafond de verre, un jour, il peut exploser, oui, bien sûr. Marine Le Pen, on dit aujourd'hui qu'elle sera au second tour. On verra bien, mais imaginons qu'elle le soit. Elle sera au second tour contre qui? Dans quel rapport de force? Tout ça, on ne le sait pas. Ça peut conditionner le résultat du second tour. On ne peut pas imaginer que l'impensable ou l'inimaginable ne se produise pas. Jean-Marie Le Pen, il était inimaginable qu'il soit au second tour, il l'a été, dans des circonstances particulières. Donald Trump ne pouvait pas être élu, c'était inimaginable. Il l'a été avec moins de voix que sa concurrente. Mais le système électoral est différent. Oui, mais il a été... En termes de grands électeurs, il n'y a pas photo. Mais il est aujourd'hui à la Maison-Blanche. Il a 3 millions de voix de moins que il a 70 grands électeurs de plus. Et voilà, donc il est à la Maison-Blanche. Et l'inimaginable, c'est que Marine Le Pen devienne présidente de la République. Non, c'est inimaginable parce qu'on a décrété que c'était inimaginable. Mais ça n'est pas irréalisable. Il faut quand même passer de 10 millions de voix au premier tour, aux 8 ou 10 qu'elle ferait si on projette les scores du régional avec la participation 8, des présidentielles. Il faut passer de 8 à 18. Oui, mais il faut quand même trouver 10 millions de voix entre le premier et le second tour. On ne sait pas. Vous savez, la politique, c'est à la fois le fruit de courants installés, donc de facteurs durables, et puis de facteurs très conjoncturels, qui saisissent et modifient la situation à un moment donné. Et là, nous sommes début février, le premier tour de scrutin a lieu le 23 avril, dans le paysage chamboulé que nous connaissons, désordonné, un peu explosé, détruit. Je crois que personne ne peut, de manière sérieuse, dire voilà ce qui se passera le 23 avril, puis le 7 mai. Franchement, il me semble que cette élection, plus que toute autre présidentielle, est quand même très ouverte quant à son résultat possible.
Théoriquement, elle était imperdable pour la droite. Théoriquement, cette élection. Théoriquement, François Fillon était élu. Voilà. Désigné. Et elle semble maintenant ingagnable. Pour la droite? Ouais, pour la droite. Ingagnable pour la droite? Là, pour le coup, le candidat de la droite, on l'a dit, est très affecté, oui, bien sûr. Oui. Il ne semble pas aujourd'hui, alors peut-être que ça va changer dans quelques jours, tout change tellement vite, il ne semble pas aujourd'hui en condition de mener une campagne dans de bonnes conditions. Donc effectivement, ça fait peser une espèce d'incertitude sur le résultat. Oui, on voit la question là, en 2017, qui sera le meilleur menteur? Je reviens à Marine Le Pen. Quel est le mensonge qui est proféré via l'euro, via la sortie de l'euro? C'est de nous faire croire que ça y est, que c'est l'alpha et l'oméga, que c'est la solution, la panacée à tous nos problèmes, sachant que quand on est un petit peu averti, on sait que ça ne sera pas un chemin de rose, ça ne sera pas une partie de plaisir cette sortie de l'euro, même s'il y aura peut-être des bienfaits, des méfaits, mais qui l'emportera, personne ne sait. Il faut essayer de simplifier le débat, effectivement, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire que l'euro c'est une chose formidable qui est un bienfait pour l'économie française, parce que l'euro est en vigueur depuis le 1er janvier 2002, en tout cas pour les particuliers, un peu plus tôt pour les entreprises, et on ne peut pas dire que depuis cette date-là, la situation économique de la France est améliorée. Donc après tout, pourquoi ne pas changer de monnaie? Mais si on change la monnaie, ce qui est très périlleux, très compliqué, ce qui fait surgir beaucoup d'interrogations. Notamment sur la dette, les dettes publiques, les dettes privées. Oui, oui, tous les désordres financiers qui suivront une fois l'élection, les marchés, enfin, les hypothèques sont très nombreuses. Mais même si on imagine de manière théorique un changement de monnaie, les problèmes structurels que nous connaissons, le très haut niveau des dépenses publiques, le haut niveau d'imposition, la désindustrialisation, le manque de compétitivité de l'économie française. Ça va mieux, avec un nouveau franc qui baisse de 20 ou 30%. Oui, enfin ça va mieux. Pendant des années, on a fait des dévaluations monétaires. C'est ça, mais vos matières premières, vous les payez déjà beaucoup plus cher. Ce sont des équilibres très complexes à anticiper. Donc faire croire que cette mesure-là est une mesure qui d'un coup règle tous les problèmes de l'économie, tous les problèmes structurels de l'économie française, c'est raconter quelque chose qui n'est pas vrai. Et ça me fait penser, bien sûr, ça me fait penser à ce que disaient les socialistes dans les années 80, si vous nationalisez les grandes entreprises, vous les dirigez pour la satisfaction des besoins, l'État fait en sorte que les entreprises soient gérées correctement et que leur action corresponde aux intérêts de la nation, vous résolvez tous les problèmes prétendument issu de la crise pétrolière que nous avons connue. C'était pas aussi simple. Bien sûr que ça n'a pas été aussi simple. On a nationalisé, perdu de l'argent pour ensuite privatiser. Et l'ironie de l'histoire, c'est que le plus grand gouvernement privatiseur a été celui de Lionel Jospin entre 1997 et 2002, c'est-à-dire un socialiste a été le plus grand privatiseur alors que les socialistes ont été les plus grands nationalisateurs. C'est à ce genre de mensonges que la société française a été confrontée trop souvent, et c'est bien parce que ce sont des mensonges que la confiance ne s'installe pas en France vis-à-vis des pouvoirs politiques. Voilà. C'est assez évident, il faut arrêter de mentir et de croire aux mensonges, parce que le citoyen voit aussi sa responsabilité engagée dans ce débat. Bon, voilà, merci en tout cas. Merci d'être passé nous voir. Jean-Michel Apathy était notre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama. On prend presque le même et on recommence en 2017 qui sera le meilleur menteur. C'est aux éditions Flammarion. Merci Jean-Michel. Merci David.